Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bien sûr, comme vous le constatez, le Freedom Convoy ou le Convoi de la Liberté continue toujours au Canada. Et bien sûr, hier et cette semaine, bien sûr, il y a eu des manifestations à travers le monde et tout ça. Et évidemment, je vais vous mettre un peu en lien des reportages qui ont été faits. On a beaucoup parlé de la Nouvelle-Zélande, de la France. Bref, ça fait beaucoup jaser, évidemment. Et bon, bref. Faisons un compte-rendu de ce qui s'est passé cette semaine, bien sûr. Alors donc, semaine 2 de cette manifestation, bien sûr, qui va au-delà de la vaccination obligatoire pour les routiers, évidemment. Alors donc, deux nouveaux blocus se sont formés. Alors donc, on a celui de Emerson au Manitoba et celui de Windsor. Et celui de Windsor, on pourrait dire qu'il y a eu de rebondissement en rebondissement. Bref. Alors donc, petite histoire au niveau de ce blocus à Windsor, évidemment. Alors donc, le blocus débute en soirée le 7 février 2022. On se retrouve avec un poste frontalier, mais pas n'importe quel poste frontalier. C'est celui du poste frontalier le plus emprunté en Amérique du Nord, soit le pont Ambassadeur. Et bien sûr, le poste frontalier de Windsor a été bloqué. Et ça commence néanmoins d'être un enjeu, disons-le, santé, mais disons-le, un enjeu économique. Puisque il faut savoir que le pont Ambassadeur et le poste, que ce soit le poste qui est en liaison à Détroit, à Windsor, c'est environ 400 millions de dollars qui circulent chaque jour. Et évidemment, comme vous le constatez, le poste frontalier à Windsor au Canada est bloqué. Et là où ça fait le plus mal dans ce blocus, c'est bien l'industrie automobile. Puisque il faut savoir que le sud-est de l'Ontario est connu pour abriter de nombreuses manufactures d'automobiles. Et on voit que ça devient de plus en plus moins drôle pour les constructeurs d'automobiles, puisque non seulement on suspend des opérations, des emplois, mais non seulement au sud-est de l'Ontario, mais aux États-Unis. Évidemment, alors donc, bien sûr, pas trop le choix, puisque ouais, c'est ça un peu la situation actuellement et ce n'est pas du tout drôle. Encore plus de ce qui met de plus en plus de la pression et le ton monte envers Justin Trudeau. Comme vous le savez, Justin Trudeau est un petit peu entre deux feux, que ce soit entre les mesures sanitaires, on maintient le cap pour la vaccination obligatoire et celui de, comme vous allez voir, de son caucus et les élus américains. Bref. Alors donc, dans son caucus, le même jour où le blocus de Windsor a été, disons-le, c'est provoqué, je pense que c'est une coïncidence même. Joël Lightbound, le député de Louis-Hébert dans la région de Québec,
a sorti en conférence de presse dire que certains députés libéraux avaient été en train de déchanter carrément avec la gestion de la pandémie à la Justin Trudeau. Bref. Et les exigences ont été, disons-le, un petit peu faire des montagnes, un petit peu, pas seulement sur la scène fédérale, mais disons que ça a pris plus longtemps pour la scène fédérale que sur les provinciales. Et bref, alors donc, les calendriers de déconfinement en Saskatchewan, en Alberta et au Québec ont été présentés et tout ça. Alors donc, on sent que la population elle est fatiguée, on veut plus de détails clairs sur un plan de déconfinement à long terme et tout ça. Alors donc, le court terme, c'est un peu fini et tout ça. Et bien sûr, non seulement des calendriers de déconfinement, mais il faut avoir, bien sûr, une dépolitisation de la vaccination. Et c'est là où est le problème, évidemment, de Justin Trudeau. Rappelez-vous, en campagne électorale, Justin Trudeau misait toujours sur la vaccination. Et ce n'était pas du tout anodin, puisque la plupart de ces députés ont refusé de faire des débats avec d'autres candidats qui n'étaient pas absolument vaccinés. Ça se voyait que au Parti libéral, on prenait la vaccination absolue et on ne jurait que dessus ça, on dirait. Mais malheureusement, cette politisation, elle a des limites. Et étant donné que nous sommes en 2022, soit après 2 ans, M. Lightbound a proposé à Trudeau de faire un changement de ton, une nouvelle approche dessus, comme l'a fait d'autres premiers ministres au niveau provincial ou territorial. Bref, il faut revoir notre approche dessus cette pandémie, puisqu'on ne peut plus continuer. Bref. Et vendredi, bien sûr, il y a eu cette, disons-le, cette petite ouverture, on dirait, une première étape qu'on pourrait dire, de la possibilité de la fin des tests PCR à la frontière. Vous ne le savez pas, le Canada est le pays le plus sévère dans le G7 pour les voyageurs à la frontière. Et tout ça. Alors donc, c'est en marche pour une première ouverture et peut-être est-ce une première victoire et les effets du Freedom Convoy sur Justin Trudeau, on n'en sait rien, mais bref. Non seulement il y a des pressions dans son parti, mais il y a des pressions aussi avec son homologue américain et tout ça, mais plusieurs élus américains. Premièrement, dès que le blocus au pont Ambassadeur et le poste frontalier de Windsor ont été, disons-le, pris d'assaut par des manifestants, le côté de la frontière se sont sentis très préoccupés. Bref, alors donc, on sait que c'est comme je l'ai dit, enjeu économique majeur. Bref, alors donc, on jongle, je dirais, à plusieurs balles. Et tout ça. Et il y a une première élue qui a eu peut-être son calvaire de cette manifestation. C'est la gouverneure de l'État du Michigan,
Gretchen Whitmer, qui a exprimé totalement son désaccord en disant « Monsieur Trudeau, réveillez-vous ». Tout ça. Pour dire que vraiment, ça ne peut plus continuer cette manifestation. Bref, et on sait que peut-être le discours de Madame Whitmer va faire des vagues, surtout qu'on sait que le Montana et le Minnesota sont, disons-le, leur poste, leur frontière avec le Canada est bloquée et malheureusement, ces postes frontaliers qui sont bloqués, évidemment, ce sont les seuls qui peuvent accueillir des camions. Bref. Alors donc, non seulement il y a des discours, mais il y a des discours qu'on dirait pro-protectionnisme américain. Ce qui veut dire que beaucoup d'élus ont dit cette semaine pour dire que, bon, vous voyez, bref, que le Canada, on peut pas leur faire confiance, ces personnes-là font juste manifester, ils veulent pas travailler tout ça. Si on ramenait nos usines, on aurait moins de troubles et point final. Et c'est ça qu'est-ce qui est le plus dangereux, évidemment. Alors donc, l'image du Canada est non seulement critiquée, mais elle est entachée. Elle a entaché sa réputation de être un pays où on manifeste n'importe comment et qu'on utilise son droit de manifester sans savoir les conséquences. Et évidemment, au fil que ça avance et tout ça, il y a eu soudainement un devoir de conscience. Alors donc, principalement dans la famille conservatrice, qui a beaucoup encouragé les personnes à manifester. Et on peut dire que du côté de la chef de l'opposition intérimaire, Candice Bergen, on est rendu à un point où la loi et l'ordre et l'économie rattrapent le Parti conservateur du Canada et qu'il faut absolument trouver un moyen de faire, disons-le, un pont entre les manifestations et la circulation libre de l'économie. Et bref, le seul moyen, ça a été de dire aux manifestants, surtout de Ottawa, parce qu'on sait que Ottawa est toujours aux prises avec cette manifestation. Et d'ailleurs, on a appris, évidemment, autre point fort, autre point en Ontario, le port de Cornwall. On ne sait pas s'il est si important, mais disons-le que c'est très critique actuellement la situation des nombreux blocus qui se font, qui poussent comme des champignons et on ne sait pas dans quel but ultime ça l'est. Madame Bergen s'est adressée à eux en disant que rentrez chez vous, on va vous représenter, laissez-nous faire le travail à votre place et ça aurait pu être simple comme bonjour, mais malheureusement, ce ne l'est pas. Et en même temps, au niveau provincial en Ontario, Doug Ford qui sort de son silence et tout ça. Mais où était Doug Ford, vous me direz? Eh bien, il était en train de faire
de la motoneige dans la région de Muskoka. Tout ça, alors donc une région en Ontario. Et bien sûr, ces vacances-là l'ont rattrapé, mais malheureusement, Doug Ford n'a pas du tout aimé qu'on le critique. Et bien sûr, l'opposition à Queen's Park n'est pas et du tout et du côté de la presse en même temps, mais qu'elle paraisse d'avoir agi à la dernière minute dans ce dossier-là. Et bref. Alors donc, même s'il est au téléphone 24 heures sur 24, ça a dû prendre des jours pour que Doug Ford nous arrive avec soudainement la déclaration de l'état d'urgence, ce qui alimente bien sûr dans cet état d'urgence, eh bien, des amendes salées, des amendes salées de 100 000 $, un an d'emprisonnement ou la suspension des permis commerciaux et personnels des camionneurs. Alors donc, comme vous le voyez, si l'état d'urgence de l'Ontario aurait suivi le jour suivant après celui d'Ottawa, eh bien, on se serait carrément, on aurait carrément moins de tâches à faire que maintenant, en fin de semaine. Et bref. Et il faut savoir en même temps où je vous parle, il y a bien sûr un démantèlement du blocus du pont ambassadeur du poste frontalier à Windsor par la police provinciale de l'Ontario. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut un peu. Alors donc, bien sûr, il faudra surveiller dans cette 3e semaine comment ça va se faire. Est-ce que c'est un peu la fin de ces convois-là? Est-ce qu'on va avoir des manifestants plier bagages et dire bon, ça commence à devenir un peu du n'importe quoi? Et d'ailleurs, est-ce qu'il va y avoir des citoyens de plus en plus de contre-manifestations qui vont se faire? Alors donc, c'est un peu à voir dans cette 3e semaine de Freedom Convoy ou de Convoi de la liberté. À la prochaine.